Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette déjà 9e webconférence de la journée dans le cadre de ce salon numérique dédié aux petites entreprises, Numexpo. Cette 9e webconférence va traiter du sujet suivant: créer et gérer votre site internet. Pour ce faire, vous avez non pas un, mais deux experts qui vous présenteront le détail de cette thématique. Donc, en la personne de Sébastien Lariot, qui est manager de projet à l'agence de communication deuxième ligne, Sébastien Mathieu, chargé de développement économique, référent pédagogique et numérique à la Chambre de métiers d'Occitanie et plus précisément Chambre de métiers de l'Hérault. Messieurs, je vous cède la place. Vous avez une demi-heure pour faire votre présentation, une demi-heure auquel se rajouteront 15 minutes d'échange potentiel. Donc, pour les participants, vous disposez d'un chat qui est en bas sur votre droite. Pendant la présentation, vous pouvez poser des questions. Les animateurs y répondront bien volontiers. Et je serai de retour pour clôturer les débats, donc d'ici au maximum 3 quarts d'heure. Messieurs, c'est à vous. Merci. Très bonne webconférence. Merci à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc sur ce webinaire. Donc, comme le disait Thierry, nous allons aborder la question des sites Internet. Donc, le site Internet, c'est un vaste sujet. Voilà, donc vous vous demandez peut-être si vous devez faire un site ou non, un site Internet dans le cadre de votre stratégie numérique. Donc, moi et Sébastien, nous allons aborder ce vaste sujet. Donc, comme le disait Thierry, nous avons l'habitude de travailler sur tout ce qui est création de sites Internet. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous répondrons à la fin du webinaire aux différentes questions et nous pourrons également, pourquoi pas, répondre en temps réel à vos questions. Pardon. Donc, au niveau de la création de site Internet, la première chose à faire avant de créer un site, c'est de définir vos objectifs. On ne crée pas un site pour créer un site. La création d'un site doit avoir un objectif. Donc, ces objectifs peuvent être variés. Donc là, je vous ai mis quelques exemples des raisons pour lesquelles vous voudriez faire un site. Donc, ça peut être à la fois pour fidéliser votre clientèle. Donc, vous avez une clientèle, vous voulez donner des actualités régulières, des informations à votre clientèle. Le site peut être un bon médium. Vous pouvez créer un site pour avoir une vitrine. Imaginons que vous êtes coiffeur, par exemple. Vous voulez présenter les dernières coupes ou les dernières tendances. Le site peut être en quelque sorte un book. Voilà, c'est un moyen de présenter un petit peu votre offre. Le site peut être un moyen de communiquer. Donc, sur un site, il peut très bien y avoir une rubrique actualité où vous pouvez très bien mettre des articles ou des éléments sur vos derniers produits et services. Un site peut être un outil également de communication, dans le cadre, par exemple, de publicité ciblée et d'outils de fidélisation. Voilà, donc il existe différentes manières, mais dans tous les cas, lorsque vous créez un site, il doit y avoir un objectif. On ne crée pas un site pour créer un site. Bon, parfois, vous avez des concurrents qui auront un site Internet et vous voudrez en créer un pour vous mettre au niveau. Voilà, ça peut être effectivement une bonne raison, mais dans tous les cas, il faut des objectifs finaux. Alors, au niveau des objectifs, je vous en ai mis quelques-uns. Voilà. Imaginons, votre but est de vendre des produits. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est créer un site de e-commerce. Donc, effectivement, pour vendre vos produits. Et l'objectif final, l'objectif quantifiable, sera par exemple de vendre 15 000 € de produits par trimestre. Ça, c'est un objectif. Vous souhaitez fidéliser vos clients, atteindre une clientèle supplémentaire. À ce moment-là, ce que vous pourrez faire, c'est proposer les inscriptions à un emailing sur votre site. Et l'objectif final sera, par exemple, d'avoir 5 retours par mois. Vous souhaitez mettre en avant votre expertise et présenter un petit peu votre savoir-faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Mettre en place un blog. Et donc là, l'objectif final sera, par exemple, d'obtenir 1000 visiteurs par mois sur votre site. Voilà, ça, ce sont les objectifs qui sont quantifiables. Oui, c'est ce que j'allais dire, d'ailleurs, Sébastien, c'est que oui. Un objectif ne doit pas être juste posé pour être posé, il faut qu'on puisse le mesurer. Sinon, comment on sait si l'objectif est atteint ou pas? Ça devient compliqué. Donc voilà, ça c'est un impératif, c'est l'objectif, oui, mais comment je vais pouvoir mesurer ça? Si c'est le chiffre d'affaires, bon, ça reste facile. La fidélisation client, ben voilà, il faut pouvoir mesurer ça. C'est-à-dire que si vous vous fixez comme objectif de fidéliser vos clients, il faut que vous ayez ou mettiez en place les éléments qui permettent de mesurer ça, sinon ça reste tout subjectif de l'autre côté. Tout à fait. Bon, pour aller un petit peu plus loin, par exemple, pour
dans les objectifs que nous présentons là, il y a des outils qui permettent effectivement de mesurer les résultats. Pour le nombre de visiteurs sur un site, il existe des outils, par exemple, tels que Google Analytics, qui a été abordé ce matin. Si vous faites des emailing, les outils d'emailing proposent également des statistiques pour savoir les taux de retour, à quel moment les gens ont cliqué. Voilà, vous pouvez vraiment savoir comment s'est passé, si votre campagne publicitaire a réussi. Donc ça, ce sont vos objectifs à vous, pour votre site. Mais en plus de ces objectifs, vous devez toujours avoir à l'esprit que vous devez répondre aux besoins de vos clients. Donc, vos clients, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du web marketing des personas. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un persona. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit l'activité, l'entreprise dispose de ce qu'on appelle des personas. Un persona, c'est finalement un client type. Voilà, là, je vous ai mis donc, un portrait robot. Donc là, je vous ai mis un exemple. Imaginons, là, c'est un exemple que j'ai trouvé, par exemple, sur tout ce qui est showrooming. Le showrooming, c'est quand les entreprises vendent par Internet, par exemple, dans le cadre de showroom privé, vente privée, ce sont des ventes de produits sur des périodes très courtes. Donc là, par exemple, vous avez le portrait robot de quelqu'un qui serait susceptible d'acheter sur des sites de showrooming. Donc là, l'exemple type, ce serait par exemple une femme âgée de 35 ans, qui gagne 35 000 € par an, qui achète surtout les articles de mode, qui dépense environ 500 € sur les sites. Là, ce qu'on a, c'est à peu près toutes les caractéristiques du client type. Et vous, pour vos activités, vous pouvez créer un client type. Il existe sur Internet des outils pour créer ce type de persona. Donc, vous tapez création persona, par exemple, sur Google, et vous trouverez des outils simples pour déterminer ce type de client type. Voilà, donc mon conseil, c'est que quelle que soit votre activité, vous devez créer un persona. C'est-à-dire vous dire, dans le cadre de mon activité, j'ai à peu près 2 clients types. J'ai un client, c'est, mettons, un homme âgé entre 20 et 35 ans, qui gagne tant, qui va plutôt sur Instagram et Facebook, qui recherche telle chose lorsqu'il va sur mon site, qui se connecte plutôt le soir. Voilà, donc ça sera par exemple un client type 1, et votre deuxième client type, ça sera une femme âgée de 35 à 50 ans, qui gagne tant par mois, qui va plutôt sur Pinterest. Voilà, le fait de définir quels sont vos clients types, ça vous permettra, en créant votre site, de répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Voilà, imaginons votre client type, avec votre expérience, ou en interrogeant vos clients, vous vous rendez compte que vos clients gagnent très bien leur vie et recherchent tel type d'informations. À ce moment-là, vous allez créer un site qui présentera certaines informations qui répondent à leurs besoins, et vous proposerez des produits d'un certain prix, par exemple, qui répondront à leur niveau d'achat. Voilà, vous allez finalement répondre à leurs besoins et aux caractéristiques de vos clients types. Sébastien, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Oui, parce que c'est vrai que souvent, nous, on a avec des petites entreprises, la majorité, donc c'était quand même le gros du secteur de l'activité en France, de toute façon. Mais beaucoup de personnes nous disent, oui, mais moi, en fait, je vends n'importe qui veut m'acheter, je vends. Ça, c'est ce qu'on aimerait, c'est le vœu pieux. Mais après, votre produit est forcément adapté quand vous l'avez créé, quand vous avez fait vos prix. Forcément, vous vous êtes dit, à un moment donné, je vais le vendre plutôt à des gens qui ont tel budget qu'à des gens qui ont tel autre. Donc c'est pour ça que c'est important quand même de le figer. Et après, en termes d'outils, pour répondre à Marion en même temps, je mettrai un lien tout à l'heure vers lequel vous pouvez utiliser facilement, c'est des outils gratuits et qui permettent de définir des personas, en tout cas la première couche des personas. Après, il faudra toujours y apporter votre expertise, puisqu'il n'y a que vous qui connaissez vraiment votre clientèle, en fait. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc en résumé, lorsque vous créez un site, vous devez donc définir des objectifs, vous devez définir les objectifs et les caractéristiques de vos clients, mais également, vous devez finalement créer du contenu qui répond au parcours d'achat de votre client. Il faut savoir que tous les clients ont un parcours d'achat. Donc là, si vous voyez à l'écran, vous avez une boucle qui représente un peu un symbole de l'infini. Ce symbole de l'infini signifie que finalement, le parcours d'achat recommence. Lorsqu'il se termine, il peut recommencer. Donc, vous avez une étape de 1 qui est l'étape de sensibilisation, l'étape 2 de recherche, l'étape 3 de sélection, acquisition et ainsi de suite.
Pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond, l'étape 1 de sensibilisation, ça correspondrait à un moment où vous avez un prospect ou un client qui se pose une question. Il se dit, tiens, j'aurais peut-être besoin de, un exemple, refaire ma clôture, j'aurais peut-être besoin de partir en vacances, j'aurais peut-être besoin de prendre un animal de compagnie. On est plutôt dans une phase où le client se pose des questions. Il se dit, tiens, voilà, j'ai un besoin. Une fois qu'il a déterminé ce besoin, il fait des recherches. Donc, il va taper sur Internet où partir en vacances, comment refaire une clôture, voilà, les dernières tendances en matière de muret. Il va commencer à faire une sélection, à aller sur des sites, découvrir des différents sites, contacter la personne, acheter, et ainsi de suite. Et à la fin de son parcours d'achat, une fois qu'il a acheté le produit, il sera fidélisé par l'entreprise, si l'entreprise met en place des éléments de fidélisation, recommandera l'entreprise à ses amis ou sa famille, et ainsi de suite. Et ses amis, ses familles achèteront également les produits. Donc, pour chaque étape du parcours d'achat de ce client, vous devrez construire du contenu sur votre site adapté. Donc, l'idée, ça sera de proposer des textes tout au long des différentes pages du site qui répondront à la demande. Imaginons que vous avez une personne qui se pose une question sur comment refaire un mur. Dans l'idéal, votre site devra contenir une partie sur quelles sont les dernières tendances en matière de matériaux, les dernières tendances en matière de muret, expliquer très clairement votre offre et finalement créer un entonnoir pour que les clients trouvent toutes les informations sur votre site. Vous ne devez pas vous contenter de proposer directement vos produits avec un prix en disant, voilà, je vends ça, achetez. Un site doit être construit tout autour du besoin des clients et tout au long de leur parcours d'achat. Oui, parce qu'il ne faut pas se dire que l'information, on peut la trouver sur Google, donc il n'y a pas besoin de le dire. Parce que si vous laissez sur vos clients aller sur d'autres sites pour avoir l'information, ben, potentiellement, sur cet autre site, ils vont aussi vendre la prestation. Et du coup, vous allez vous retrouver squeezé pour la vente, alors que vous auriez juste rajouté cette page qui répond à la question de votre client, ou de votre prospect en tout cas. Et du coup, ça aurait suffi à faire la vente. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, pour résumer encore, besoin du client, leur parcours d'achat et vos besoins. Et ces trois éléments doivent correspondre pour créer un bon site Internet. Voilà, donc un petit résumé par rapport. Donc vous devez bien définir votre offre, c'est-à-dire quelles sont vos valeurs, finalement pourquoi vous avez créé votre entreprise et pourquoi vous voulez créer ce site. Vous devez bien définir quels sont vos produits et vos services. Donc finalement, ça peut sembler évident, vous allez dire, mais finalement, je sais ce que je vends, mais finalement, mettre à l'écrit ce que vous vendez et ce que vous voulez finalement mettre en avant, vous allez pouvoir classer vos produits dans différentes catégories et mieux les présenter. Finalement, avant de créer un site, il faut un petit peu mettre à plat tout ce que vous savez faire, qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. On ne part pas tête baissée dans la création d'un site. Finalement, un site vous ressemble, un site représente votre entreprise et vous devez vraiment mettre à plat, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges, on y viendra plus tard, mais vous devez vraiment bien définir votre offre et quelles sont vos expertises, c'est-à-dire avec quoi vous vous différenciez de la concurrence. Vous devez bien connaître vos clients, donc leur cheminement dans le cadre de leur parcours d'achat, pour finalement proposer un contenu qui sera le plus adapté possible. Et vous devez définir des objectifs. Alors, des objectifs SMART. Voilà, c'est un exemple en marketing d'un type d'objectif. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, donc bien défini, mesurable. Donc, par exemple, vous allez dire, je souhaite avoir, mettons, 100 visiteurs sur mon site par mois. Ce sont des objectifs atteignables. 100 visiteurs, c'est tout à fait raisonnable. On partirait sur 1 million, ce serait tout de suite plus difficile. Réalisable et temporellement défini. On ne se donne pas les objectifs sur une période finalement vague. On se dit, mon objectif est d'avoir 200 clients avant la fin du mois ou sur les 3 prochains mois. En résumé, c'est ce qui fait la réussite d'un site. Donc, à partir du moment où vous avez défini quels sont vos clients types, qu'est-ce que vous voulez faire de votre site et quelle est finalement votre valeur ajoutée, vous allez mettre en place ce qu'on appelle le cahier des charges. Alors, le cahier des charges, c'est un document donc, qui peut être fait sur informatique ou voire même sur papier, il n'y a pas vraiment de règles, qui est une notice finalement de votre futur site. Ça va correspondre aux différentes fonctions, à ce que vous voulez faire, combien y aura-t-il de pages, comment sera composé le menu, quelles seront les couleurs dominantes de votre site. Finalement, c'est un document qui résume à quoi ressemblera votre futur site. Alors,
pour faire un site internet, il existe deux possibilités. Mais bon, ça vous vous en doutiez. Pour faire un site, soit vous passez par un prestataire spécialisé, donc par exemple l'entreprise de Sébastien, deuxième ligne, soit vous décidez de faire vous-même votre site. Voilà, c'est à peu près les deux grandes possibilités. Voilà. Donc là en dessous, je vous ai mis des exemples d'outils de création de sites internet. Voilà, ils n'y sont pas tous. Donc, si jamais vous en utilisez déjà un et qu'il n'est pas dans la liste, c'est normal. Et puis, si je devais mettre tous les outils de création de sites, ça remplirait toute la page. Il en existe des dizaines et des dizaines. Alors, voilà, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, tout d'abord, vous avez WordPress. WordPress est un outil de création de sites très connu qui représente environ 40% des sites mondiaux. À peu près 40% des sites mondiaux sont faits avec WordPress. Sous le logo WordPress, vous avez WooCommerce. WooCommerce, c'est un module, finalement, c'est un outil qui permet de transformer un site WordPress en site de e-commerce. Voilà, donc ce que vous pouvez par exemple faire, c'est avoir un site WordPress vitrine où vous présentez votre offre, et le jour où vous décidez de vendre en ligne, vous pouvez très bien rajouter un module WooCommerce. Après, vous avez des outils de création de sites, plutôt site vitrine, même s'il y a des fonctions de e-commerce. Donc là, vous avez Wix, Jimdo, les Google Sites, qui sont un moyen très simple de faire un site. Bon, après, vous en avez d'autres. Vous avez Immonsite, One and One. Là, ce sont des outils qui fonctionnent sous un système d'abonnement. Finalement, vous allez sur ces sites, vous cliquez sur un bouton « Créer un site », ça vous propose des outils très simples de création. Vous payez un abonnement tous les mois et vous créez, voilà, tout simplement votre site. Bon, ça peut faire l'affaire. Ça fait un site. Vous pouvez avoir un site pour environ 120 € par an. Voilà. Bon, par contre, il y a un énorme travail de préparation à faire et finalement, voilà, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctions disponibles qu'on peut retrouver sur un site tel que WordPress ou d'autres. Et ensuite, vous avez deux autres outils qui sont PrestaShop et Shopify. Là, on est sur des outils typiquement de e-commerce. Donc là, on est sur des outils où, dès le départ, vous créez une e-boutique. Voilà. Vous vous connectez, vous mettez des produits, vous paramétrez, vous mettez des moyens de paiement. Et c'est des outils quand même assez vastes, mais en quelques temps, vous pouvez avoir une e-boutique. Oui, au niveau de ces éléments, bien évidemment, comme tu l'as dit, la liste n'est pas exhaustive. Cependant, après, c'est toujours pareil. C'est entre je fais travailler des professionnels et je le fais moi-même, c'est quasiment toujours les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. C'est que le gros avantage à le faire soi-même, forcément, c'est le budget, puisque le temps d'une agence, d'un freelance, d'un indépendant, enfin, peu importe ce qu'on utilise, forcément, est plus cher que son temps à soi. Cependant, il faut en tenir compte aussi, parce que quand on n'est pas du secteur, forcément, le temps que l'on met à faire une page ou X pages est forcément plus long qu'un professionnel. Et au final, qu'on le veuille ou non, le temps que vous travaillez là-dessus, c'est du temps où vous ne vendez pas, ou en tout cas, vous n'apportez pas de la valeur à votre entreprise. Donc ça, c'est le point. Nous, je sais que c'est ce qu'on met en avant, mais en même temps, vous allez me dire, c'est normal, je vends ma crèmerie. Donc là, vous avez raison, hein, mais n'empêche qu'il faut quand même avoir conscience de ça, puisque nous, par exemple, il y a des fois où il y a des éléments qu'on fait faire à nos clients, parce que là, clairement, nous n'avons pas de valeur ajoutée et notre prestation coûterait plus cher par rapport à ce que ça apporterait. Donc typiquement, par exemple, ça va être nous fournir des textes initiaux pour commencer à mettre le contenu sur votre site. Et après, nous, faisons que l'optimisation de référencement. Voilà, ce genre de choses, nous, on arrive à segmenter les données qui ont une valeur ajoutée, d'autres qui en ont moins, et qui représentent que de la prestation en ce qui vous concerne. Après, comme certains l'ont mis, oui, les Wix, Jimdo, etc., forcément, il y a aussi un inconvénient entre une solution qui vous appartient intégralement et une solution qui appartient à quelqu'un. Ça va être tout simplement que la solution va se mettre en avant un petit peu plutôt que de mettre en avant vos produits. Donc, toujours pareil, c'est simple à mettre en œuvre, mais voilà, il y a quelques petits désagréments, notamment si demain votre business commence à fonctionner. Et pour reprendre la main dessus, voilà, il y aura des étapes complémentaires qui font que ce qu'on a gagné au début de la prestation, peut-être on le perdra à la fin. Donc ça, il faut juste en avoir conscience et le faire en tout état de cause, en fait. Et après, à partir de là, si c'est pas subi, bon, ça passe plutôt bien en général, quoi. Voilà. Mais il faut l'avoir en tête. Tout à fait. Et pour répondre un petit peu aux questions dans le chat par rapport à la propriété, si vous faites un site avec Jimdo ou Wix, finalement, le site, en quelque sorte, vous appartient, mais
vous utilisez l'hébergement, vous utilisez des outils qui sont propriétaires à Wix ou Jimdo. Donc, le jour où vous voulez faire un site, par exemple sur WordPress, le contenu n'est pas transférable. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, bon, au niveau vous dépendez aussi de la solidité financière de Wix et Jimdo. Bon, ce sont des très gros sites, il n'y a aucun risque qu'ils fassent faillite. C'est même pas envisageable. Mais bon, voilà, finalement, vous êtes finalement dépendant vous êtes sur un système fermé qui appartient à Wix ou Jimdo, alors qu'avec WordPress, vous êtes dans un outil qui est libre et finalement, les sites sont transférables. Pour les Google Sheets, c'est à peu près la même chose, sauf que l'avantage des Google Sheets, c'est que si vous avez juste besoin de faire une page vitrine très simple, sans trop vous fatiguer, mais que vous avez vraiment besoin de mettre 2-3 produits et vos coordonnées, ça peut éventuellement suffire. Juste avant, il y avait un webinaire sur Google My Business, les fiches établissement. Voilà, vous créez une fiche Google établissement, Google My Business, et vous voulez que sur le petit onglet site internet, il y ait quelque chose. Voilà, un Google Site peut faire l'affaire, mais ça remplacera jamais un vrai site. On est plutôt sur une page et un site informatif. En fait, c'est toujours la problématique de quand c'est une solution qui ne nous appartient pas, qu'on le veuille ou non, et même si c'est rare, ça peut arriver. Notamment, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est Google+, qui était un réseau qui voulait concurrencer Facebook. Du jour au lendemain, ils l'ont arrêté. Et depuis, d'ailleurs, c'est devenu Google My Business, mais à la base, c'était prévu pour être un réseau social concurrent de Facebook. Donc voilà, il y a quand même ces risques-là malgré tout, mais après on a toujours le temps de se retourner, etc. Après, ils ne font pas ça du jour au lendemain, il y a toujours des informations qui sont données derrière. Mais c'est une réalité, le contenu, même si c'est le vôtre, quelque part, la plateforme ne vous appartient pas, donc vous êtes tributaire du bon vouloir de cette plateforme, c'est tout. Mais bon, encore une fois, ils ne font pas ça du jour au lendemain, quoi. Tout à fait. Alors là, bon, Sébastien, tu pourras commenter ce que j'ai, voilà, le slide, mais voilà, les avantages de passer par un prestataire spécialisé, c'est que le site sera performant sur la forme et sur la partie technique. Voilà, vous avez des agences web qui sont spécialisées dans la création de sites. Voilà, au niveau visuel, ergonomie et technique, vous ne pourrez pas avoir mieux. Par contre, il faut savoir que le prestataire avec lequel vous avez passé doit comprendre l'entreprise et vos besoins. Donc, il faut qu'il y ait des échanges, différents échanges avant la construction du site. Donc, c'est justement l'objet du cahier des charges. Il faut surtout éviter que vous ayez, par exemple, quelqu'un qui tape à votre porte un jour à l'entreprise et va vous dire « je vais vous faire un site, signez là, je reviens dans 3 semaines avec le site fini ». Voilà, c'est gratuit, on pose 30 €, voilà, mais les 30 € sur 4 générations. Donc, voilà. Bon, j'imagine que plusieurs personnes ont déjà eu ce cas où voilà, on propose Mon Émerveille avec un site à payer sur 4 ans, limite, ça a pratiquement un crédit déguisé. Bon, voilà, c'est pas ça une vraie agence web. Une vraie agence web, c'est différents échanges, on définit bien les besoins, on détermine un prix pour le site. Le site a une valeur, donc, qui est déterminée à l'avance. Après, par la suite, s'il doit y avoir des prestations d'entretien ou de référencement, effectivement, ça serait une prestation à indiquer. Mais voilà, un site, c'est jamais un abonnement ou un crédit sur plusieurs années. Ça, il faut surtout éviter. Bon, ça n'empêche que derrière, vous pouvez le faire financer par vos banques à présent. Depuis la Covid, en fait, l'avantage est là, c'est que les banques se sont enfin décidées à comprendre qu'un site internet, c'est un outil de vente aussi, au même titre qu'une perceuse pour des bricoleurs. Enfin voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est finançable, en tout cas par les banques. Voilà. Mais après, oui, la prestation doit être détaillée de toute manière. Hein. C'est un peu comme quand vous allez chez votre garagiste ou tout autre prestataire, il doit vous dire exactement tout ce que comprend le tarif et tout ce qui n'est pas compris dans le tarif aussi, quoi. Donc, parce que comme ça, si vous donnez votre accord, vous savez pourquoi vous donnez votre accord. Et à l'inverse, si vous refusez la prestation, vous le savez pourquoi. Enfin, en tout cas, il y a une négociation, une grosse discussion. Et je suis d'accord avec le deuxième point où on doit comprendre l'entreprise et les besoins. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas dans votre business. Donc, si on n'a pas pris le temps de comprendre votre business, vos particularités, quelle est votre différence avec votre concurrence, comme on le disait tout à l'heure, c'est quel est votre persona et pourquoi c'est votre persona, c'est celui-là et pas un autre, ben, disons que le message, on ne va pas réussir à être performant là-dessus. Si c'est juste pour mettre en place une plateforme pour vos pages web, autant utiliser Wix, Google Sheets, enfin, tout ce qu'on a cité juste avant, quoi. Une agence, elle doit apporter vraiment la valeur à votre business. Et donc, ça veut dire rendre clair vos messages, vos visuels,
la structure du site, enfin, tout ce qui est les métiers qu'on ne voit pas spécialement et que certaines agences ne mettent pas en avant ou n'expliquent pas à leurs clients. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petites choses qui font qu'un site, il est efficace ou il est moins. Voilà, tout simplement. Tout à fait. J'ai mis également, vous devez garder la main sur votre site. Bon, j'ai pu le constater à plusieurs reprises. Souvent, des entreprises ou voilà, TPE, artisans sont passés par un créateur de site qui finalement ne leur a jamais donné les codes d'accès pour modifier le site. Je ne dis pas que le site doit être, que les entreprises doivent avoir accès au code source du site et pouvoir le modifier entièrement, mais il faut au moins que vous ayez la main pour ajouter des photos et modifier les textes. Voilà, je pense que c'est un peu la base pour. Nous, par exemple, en ce qui concerne, c'est qu'on garde, tant qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire que si on s'occupe de la maintenance, on s'occupe voilà, d'un certain nombre de choses sur les mises à jour du back-office, des éléments de référencement, des trucs comme ça, ben, en fait, le super admin, ce qu'on appelle le super admin, c'est celui qui a tous les pouvoirs sur le site, on le maintient, c'est nous qui le gardons. Par contre, vous avez des accès, enfin, en tout cas, nos clients ont des accès. Ben, par exemple, dans leur équipe, ceux qui vont modifier les textes, ceux qui vont modifier les images. Voilà. On donne des droits en fonction de ce que chacun a le droit de faire. Et pour autant, vous avez quand même accès au super admin, sauf qu'on vous demande de ne pas l'utiliser pour éviter voilà, que vous cassiez quelque chose sans le faire exprès derrière. Mais pareil, ce qu'on appelle l'endroit, enfin, le FTP, c'est-à-dire le serveur où sont stockées vos données, en fait, le dossier sur lequel sont, pareil, ça aussi, vous avez tous les accès. Et puis même, en ce qui nous concerne, d'ailleurs, on passe par un hébergeur local de la région qui, du coup, en fait, c'est vraiment le nom de domaine, l'hébergement vous appartiennent et ne nous appartiennent même pas. Comme ça, au moins, demain, on peut ne pas être d'accord et voire même être fâché. Ben, en fait, vous auriez toujours accès à votre site et c'est le vôtre, ça ne nous appartient plus, quoi. Voilà. Tout à fait. Et sinon, l'autre possibilité, c'est de faire vous-même votre site. Donc, bon, l'avantage, c'est que ça peut être financièrement intéressant. Finalement, vous faites vous-même. Et comme on citait l'exemple tout à l'heure d'un garagiste, voilà, si ma voiture est en panne, je peux très bien la réparer moi-même. Bon, je ne le ferai pas, j'ai pas envie de ne plus avoir de frein dans une descente ou pire. Mais voilà, donc comme on dit, chacun son métier, mais sachez que vous pouvez techniquement voilà, faire vous-même votre site, d'autant plus si vous utilisez des outils tels que Wix, Jimdo, même WordPress. Voilà. De toute façon, à part certains outils, rien n'est infaisable techniquement. Voilà, vous pouvez très bien faire le site vous-même. Par contre, il y aura un énorme travail de préparation et la création du site peut prendre du temps. Voilà, énormément de temps. Donc, comme si vous démarrez une activité et que vous avez besoin de trouver des clients, prospecter et développer votre entreprise, faire la compta et autres, bon, des fois, on n'a pas forcément le temps de créer le site internet. Donc, il faut vraiment bloquer une grande période de création pour le site. Au niveau technique, si vous faites le site vous-même, vous devez quand même avoir un niveau minimum en informatique. Si vous si vous maîtrisez très mal un ordinateur, que vous savez, vous envoyez difficilement un email, ça va être quand même assez difficile de finaliser un site internet. Et si vous faites un site, également, faites multicasquette. C'est-à-dire que vous devez à la fois créer le site internet, donc maîtriser au niveau informatique un outil. Vous devrez comprendre qu'est-ce que le référencement. Donc ça, c'est pas évident du tout. Ça a été abordé ce matin, mais le référencement d'un site, imaginons, vous faites un site internet qui est joli, il est fini, vous en êtes fier. Ça ne veut pas dire que le site sera bien référencé sur Google. Voilà, le site peut être invisible. Donc le référencement, finalement, le référencement, c'est comment construire son site pour qu'il soit le plus visible possible par les moteurs de recherche. Google, Bing, Yahoo, voilà, c'est comment le rendre le site apparent. Et multicasquette, il y a également la partie juridique. Si vous créez un site, il y a différents éléments qui doivent être en place sur le site, tels que les mentions légales, la politique de confidentialité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire des données des clients? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du RGPD, qui est le règlement européen sur la protection des données. Si par exemple sur un site, vous avez un formulaire de contact, vous devez indiquer sur votre site quelque part pourquoi vous collectez ces données, qu'est-ce que vous comptez en faire et combien de temps vous allez les conserver. Donc ça, votre site doit être conforme au niveau juridique. Et donc, ce n'est pas anodin. Voilà, on pourrait se dire, je vais mettre un formulaire de contact, les gens pourront me laisser des messages, mais sachez qu'il y a une implication juridique. Voilà, ça, il faut y penser. Surtout qu'on peut vous demander quelqu'un de votre site, une fois qu'il a renseigné un formulaire, un an après, peut vous demander qu'est-ce que vous avez comme données sur moi, et vous avez un mois pour leur répondre sous peine de sanctions sur la partie RGPD, justement. Donc, il y a quand même des impacts financiers qui sont liés à votre chiffre d'affaires en plus. Donc, ça peut être lourd. Tout à fait. Bon, sachez
voilà, je fais une petite publicité pour les chambres des métiers, mais voilà, nous avons par chambre une gamme de formations voilà, dans différents domaines. Donc, nous avons des formations sur la conception d'un cahier des charges, sur la création de sites internet, sur la partie juridique. Donc, si vous décidez de faire votre site vous-même, sachez que nous avons des formations pour apprendre à maîtriser les différents outils. Et on peut même organiser, s'il le faut, sur des sujets que la CMA n'aurait pas. Bon, en même temps, il n'y en a pas des masses que vous n'avez pas, hein, mais sur certains sujets très spécifiques, on pourrait même éventuellement le monter pour que ça rentre dans le cadre s'il y a besoin. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc voilà, vous pouvez très bien faire votre site vous-même. Vous pouvez passer par un prestataire. Si vous avez des moyens, mais bon, c'est, à mon avis, là, une des meilleures solutions. Et donc, vous devez concevoir le cahier des charges de votre site. Alors, le cahier des charges, si on pourrait prendre faire une comparaison avec une autre thématique. Un site internet, ça pourrait être une maison. Voilà. Donc, vous voulez construire une maison. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, c'est trouver un terrain. Donc, les fondations du site. Fondation du site, ça sera son hébergement, où vous allez stocker votre site, sur quoi sera posé votre site. Donc, un site est stocké quelque part, donc vous pouvez réfléchir à l'hébergement. Ensuite, une fois que vous avez choisi l'hébergement, vous allez construire votre site. Donc, votre site, ça sera une structure qui utilise un outil, WordPress, Wix, Jimdo ou un autre, et vous allez commencer à construire finalement les différentes pages du site. C'est la structure de base. Après, une maison ou un site, c'est une décoration. Donc, finalement, c'est les textes, c'est les couleurs, c'est comment visuellement sera le site. Et enfin, un site, c'est un nom de domaine. Donc, c'est qu'on pourrait comparer à l'adresse d'une maison. Donc, c'est que dans un navigateur, vous tapez www. L'adresse de votre site, c'est son adresse. Donc, ça, c'est tous les points auxquels il faut penser avant de créer un site. J'imagine que le jour où vous voulez créer une maison, vous n'allez pas acheter un stock de parpaings et commencer à les empiler un peu n'importe comment pour construire votre maison. Vous allez réfléchir à où vous voulez habiter, à combien il y aura d'étages dans votre maison, combien de pièces, comment sera relié le système électrique. Voilà, donc ça, c'est des questions à se poser. C'est pareil pour un site. Il ne faut pas foncer tête baissée dans la construction d'un site. Et donc ça, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, voilà. Donc, en tapant modèle cahier des charges sur Internet, vous devriez trouver des modèles. Après, un cahier des charges, ça peut très bien être fait sur une feuille de papier. Hein. Vous prenez quelques feuilles A4, vous prenez un crayon, un stylo, et vous pouvez très bien dessiner le site. Ça m'est déjà arrivé de se dire, mon site sera composé d'une page d'accueil, il y aura ce qui mènera vers 3 pages. Les pages vont s'appeler de telle manière, chaque page ressemblera à peu près à ça, il y aura des photos côte à côte, un petit peu de texte. Voilà, vous pouvez très bien le formaliser d'une manière très pro, sur un document traitement de texte tel que Word, mais un cahier des charges. Voilà, si vous voulez faire un petit site, vous pouvez très bien finalement faire le croquis d'un site internet. Voilà, donc pour structurer un site, un cahier des charges, ça peut être très vaste, mais voilà, j'ai mis quelques points qui pouvaient correspondre à un cahier des charges. Donc, quelles seront les pages de votre site? Donc, est-ce que votre site aura il y a toujours une page d'accueil, mais est-ce que vous ferez une page produit 1, produit 2, produit 3 ou service 1, service 2, service 3? Imaginons que vous vendez des bijoux, vous allez vous dire, mon site, il sera structuré autour de les colliers, les bracelets et les bagues. Donc, on arrivera sur la page d'accueil, côte à côte, il y aura 3 photos avec colliers, bracelets et bagues. Ou alors, vous pouvez très bien vous dire, moi, j'ai envie de classer mes pages par est-ce que les bijoux sont en argent ou est-ce qu'ils sont en or? C'est une autre manière de présenter votre site. Bijoux hommes, bijoux femmes. Voilà. Vous avez différentes manières de présenter finalement votre offre. Donc, les différentes pages du site qu'on peut appeler arborescence, ça correspond à ça. Là, je vous ai mis deux petits schémas qui correspondent à l'arborescence d'un site. Et là, selon moi, l'arborescence d'un site, c'est un petit peu un élément très important du cahier des charges, c'est de définir combien il y aura de pages sur votre site. Donc, parce que si vous décidez de passer par un prestataire, une agence web, selon le nombre de pages et la complexité du site, le coût du site pourra varier. Et d'une autre manière, si vous décidez de faire votre site vous-même, par exemple, en passant par WordPress ou Wix, une des premières choses que vous aurez à faire en créant votre site, c'est de construire les pages. Il vaut mieux savoir à l'avance ce que vous allez faire pour que ça soit le mieux construit possible. De toute façon, si vous ne faites pas ce travail-là, nous, en tant qu'agence, par exemple, et je présume que chez nos confrères, c'est pareil, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas, en fin de compte, nous, on va vous forcer, de toute façon, de par ma question, à formaliser ça, malgré vous. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas fait ce travail-là en amont,
Nous, en fait, on va, de par nos questions, vous aider à le formaliser. Parce qu'encore une fois, la structure n'est pas anodine, puisque la structure égale, je réponds à des recherches de mes clients ou de mes prospects sur Google, et forcément, plus je suis pertinent par rapport à une recherche Google, plus facilement je vais être trouvé, et donc vendre in fine, quoi. Voilà. Voilà, donc gros travail de préparation sur un site. Il y avait une petite question dans le chat qui était, est-ce que ce travail de cahier des charges doit être fait en amont de la création du site? La réponse est oui. Oui, oui, c'est quelque chose qu'on fait en amont. En amont, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez même faire un cahier des charges 6 mois avant la création d'un site ou quelques jours avant, mais dans tous les cas, le cahier des charges doit être fait. Le cahier des charges, vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le construire à votre rythme. Vous pouvez très bien, voilà, de temps en temps, quand vous avez 1 heure ou 2 heures de libre, prendre un petit bloc-notes, un cahier, et puis de commencer à griffonner votre site en disant j'ai envie de faire ça. Et si vous avez vu des sites qui vous plaisaient et des sites existants qui vous plaisent, vous pouvez très bien dire j'aimerais m'inspirer de tel site voilà, dont la structure me plaît. Donc j'aurais envie de m'inspirer un petit peu de ce type de site. Finalement, voilà, vous pouvez vous créer un cahier de tendance, c'est-à-dire vraiment de dire j'aimerais bien qu'il y ait telle fonction, telle couleur, voilà, j'aime beaucoup tel site, je veux faire la même chose. Voilà, donc après, une fois que le site est terminé, donc, les petits conseils, c'est le site doit vivre, donc il doit être mis à jour régulièrement. Bon, je ne vous demande pas de mettre à jour tous les jours votre site, mais au niveau technique, vous devez le mettre à jour pour que le site reste moderne et ne puisse pas être, finalement, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Vous devez apporter régulièrement du contenu pour fidéliser vos clients et que Google et les autres moteurs de recherche considèrent que votre site est vivant, donc finalement, il le mettra un peu plus en avant. Vous devez penser au référencement, qui est un sujet très vaste, mais lorsque vous faites un site, vous devez à tout prix le construire d'une manière à ce qu'il soit bien référencé par les moteurs de recherche. Et vous ne devez pas hésiter à vous former régulièrement pour monter en compétences et puis pouvoir faire vivre votre site et avoir la main dessus. Quelque chose à rajouter, Sébastien Oui, c'est que le faire vivre son site est une partie très importante. Parce qu'en fait, pour reprendre l'exemple que tu as donné de la maison, si la maison, une fois qu'elle est construite, on la laisse à l'abandon, enfin, plus personne n'y va, plus personne ne l'entretient, dans quelques années, la maison, elle ne ressemble plus à rien, en fait. Hein, c'est un taudis. Donc là, le site Internet, c'est pareil. Si vous n'y allez pas régulièrement, déjà, vous n'envoyez pas des messages positifs à Google et aux moteurs de recherche, et même les personnes qui viendraient sur votre site. Parce que, par exemple, il n'y a rien de pire que de mettre un blog en place, il y a 2 articles, et en fait, après, on arrête. Et des fois, on voit des blogs où le dernier article date il y a 2018, quoi. Là, ça veut dire, en gros, ça veut dire quoi? Que la société est fermée. Est-ce qu'elle est toujours ouverte, mais du coup, est-ce qu'elle est fiable? Parce que depuis 2018, elle ne met pas à jour son propre site internet. Donc, on peut imaginer ce que ça donne au niveau du travail. Enfin, tous les trucs négatifs que vous vous posez vous-même quand vous allez voir des sites internet, en fait. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde aux questions du chat. Ouais. Voilà, il y a eu différentes questions. Donc oui, donc les cahiers des charges doivent être faits en amont. Question de Nathalie, est-ce possible techniquement d'avoir notre site vitrine Wix et mettre un lien e-shop vers Etsy? Oui, c'est possible, mais c'est un lien en fait. Hein. Vous créez un lien sur Etsy, enfin sur Wix, pardon. Vous créez un lien, un onglet, peu importe ce que vous voulez, dans le menu ou dans le site, et vous faites le lien vers votre Etsy. Après, en termes de référencement, c'est pas non plus le top, mais n'empêche que pour coller à votre business et répondre à votre impératif de gestion de votre budget, ça peut être une solution alternative avec 2 outils qui sont complémentaires. Voilà. Donc, le prestataire commence son travail après le cahier des charges. Oui, il faut que le cahier des charges a été fait soit vous-même, soit en concertation avec le prestataire. La création du site peut commencer juste après. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, forcément, que vous l'ayez fait avant ou pas, de toute façon, il faut vous poser la question de à quoi va servir mon site. Tout ce que Sébastien a dit depuis tout à l'heure, en fait. Hein, à quoi va servir mon site, pour qui, pourquoi, enfin, toutes les questions qu'on se pose dans un business. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir vendre et de vouloir gagner de l'argent pour que ça fonctionne. Là, c'est les mêmes réponses à apporter, mais adaptées au numérique et à la partie site internet.
Donc oui, que vous le fassiez vous ou qu'on vous aide à le faire, nous, en tant que professionnels, de toute façon, il y aura un cahier des charges qui sera fait. Et je dirais même plus, dans notre cas, on vous le fait valider. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas plus loin tant que vous n'avez pas validé ce cahier des charges. Donc, en ce qui nous concerne, par exemple, je vous confirme, c'est impératif. Voilà. Question de Frédéric, notre page d'accueil peut donc reprendre nos onglets. Oui, tout à fait. Donc, imaginons que vous avez un site avec la page accueil. Je reprends mon exemple pour les bijoux, bracelets, colliers, bagues et la page contact. Sur la page d'accueil, il peut y avoir 3 petites photos côte à côte avec une photo de bracelet, une photo de bague et une photo de collier avec l'indication, et les gens peuvent cliquer dessus pour arriver vers les pages correspondantes. Il faut savoir que quand vous êtes en version mobile, très souvent, le menu disparaît. Voilà, il y a 3 petites barres en haut à gauche. Donc, c'est toujours intéressant que les liens, la structure de votre site dans le menu soit repris sur la page d'accueil. Et puis, dans tous les cas, en matière d'ergonomie, vous ne pouvez pas vous contenter d'avoir une page d'accueil très courte où il n'y a pas de lien. Vous devez finalement reprendre un petit peu la structure de votre site sur la page d'accueil. Voilà. Donc, effectivement, vos onglets principaux, hein, pas à peine de mettre forcément les sous-pages, mais vos grandes catégories, vos univers, les univers de votre site doivent être présents sur la page contact. Il faut que vos visiteurs sachent ce que vous proposez, en fait, tout simplement. Donc, si vous avez estimé important de le mettre dans le menu, c'est normal que vous en parliez sur la page d'accueil. C'est aussi basique que ça. Sébastien, Mathieu, Sébastien Lariot, merci infiniment. Je suis vraiment désolé d'être obligé de couper court à cette présentation. Je crois qu'il y a certaines questions auxquelles vous n'avez pas eu le temps de répondre. Alors, j'invite bien sûr les personnes qui ont posé ces questions ou celles qui n'auraient pas posé encore de questions de vous retrouver Sébastien Lariot directement sur votre stand, puisque vous y êtes, donc le stand de 2e ligne qui est en live là sur les 48 heures actuelles. Vous pouvez également échanger avec Sébastien Mathieu directement sur le stand de la Chambre des métiers, mais vous pouvez également poser vos questions dès l'accueil du salon. Donc je suis convaincu que les personnes qui vous ont suivi aujourd'hui, ils voient un peu plus clair entre créer son site soi-même ou faire appel à un prestataire ou voire utiliser un outil en ligne. En tous les cas, c'était extrêmement complet, intéressant. Je vous en remercie encore une fois. J'invite toutes celles et ceux qui ont encore un peu de temps à aller directement se connecter au prochain webinaire qui, cette fois-ci, va traiter du click and collect, qui va être animé par Google directement, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être présent. Je tiens encore une fois donc à vous remercier vivement. Je remercie tous les participants également et vous dis à très vite. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.